Tu n'es rien. Maître, crie le braqueur. Ma famille, pâle, comprend qu'elle m'a infligé la même sentence pendant des années. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le carton d'invitation est arrivé un mardi matin, glissé entre une facture d'électricité et une publicité pour des fenêtres à double vitrage. Son poids, sa texture crémeuse et les lettres dorées gravées en relief créaient une dissonance presque comique avec le reste de mon courrier. Gérard Dubois et Isabelle de Varenne ont l'honneur de vous convier à leur mariage. Mon père. Gérard. Il n'était plus simplement « papa » depuis longtemps. Il était devenu une entité, un concept, une montagne d'attentes déçues et de soupirs exaspérés. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans. Pour le monde extérieur, je suis consultante en sécurité pour une prestigieuse société suisse. Un titre vague qui recouvre une réalité bien plus tranchante. Pour mon père, je suis un échec. Un accident de parcours. Une anomalie statistique dans la lignée parfaite qu'il avait imaginée. Je me suis approchée de la fenêtre de mon appartement parisien, le carton à la main. De là, je pouvais voir les toits gris et le ciel changeant. C'était mon univers, un monde de pragmatisme, de discipline et de silence. À des années-lumière du sien, fait de vernissage, de dîners mondains et de conversations où le mot « rentabilité » revenait plus souvent que « je t'aime ». Un flashback, aussi net qu'une cicatrice, s'est imposé à moi. J'avais 17 ans, assise en face de lui dans le grand salon de l'hôtel particulier familial. Mes résultats au bac venaient de tomber, excellents. La voie royale, comme il disait, était ouverte. Polytechnique. l'ENA. HC. Il avait déroulé ses noms comme on présente des joyaux sur un plateau de velours. Et moi, avec le calme désespérant de la jeunesse, j'avais prononcé la phrase qui avait fait voler en éclats son univers bien ordonné, « Je veux intégrer la gendarmerie. Je veux passer le concours pour le GIGN. » Le silence qui avait suivi avait été plus violent qu'une gifle. Puis son visage s'était décomposé, passant de l'incompréhension à la fureur, pour finir sur une expression de dédain absolu. Le GIGN. Pour lui, c'était un métier de brute, de soldat sans raffinement, un service public pour ceux qui n'avaient pas les capacités intellectuelles ou le réseau pour réussir dans le « vrai » monde. Le sien. Il n'avait pas crié. C'était pire. Il avait simplement dit, d'une voix blanche, « Tu nous fais honte. » Depuis ce jour, ma carrière était sa honte. Une tache sur le tableau parfait de sa réussite. Quand ses amis lui demandaient ce que je faisais, il répondait par une pirouette gênée, « Oh, Chloé, elle travaille dans la sécurité. » Le mot était lâché, aseptisé, vidé de sa substance. Il évoquait une gardienne de supermarché, une physionomiste de boîte de nuit. N'importe quoi, sauf la réalité d'une femme qui avait passé des années à commander des hommes dans les situations les plus extrêmes, à planifier des interventions où chaque seconde comptait, à regarder la mort en face sans ciller. Cette blessure, cette quête de reconnaissance, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une douleur fantôme, le membre amputé de l'amour d'un père. Je pouvais diriger une opération de protection de convoi en zone hostile, mais un simple regard déçu de sa part suffisait à me ramener à cette adolescente de 17 ans, seule face à son juge. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de Marc. Ancien coéquipier, meilleur ami, la seule personne qui connaissait les deux facettes de ma vie. J'ai reçu le faire-part, ai-je dit sans préambule. Un sifflement à l'autre bout du fil. Le grand jour pour l'architecte et la galeriste. Tu vas y aller ? Je ne sais pas. Pour entendre une énième fois que je suis agent de sécurité devant tout son carnet d'adresses ? La voix de Marc est devenue plus sérieuse. Chloé. Écoute-moi. Tu n'y vas pas pour lui. Tu y vas pour toi. Tu y vas la tête haute, dans une belle robe, et tu leur montres la femme que tu es devenue. Pas grâce à lui, mais malgré lui. Ne le laisse pas gagner. Ne lui donne pas le pouvoir de te faire disparaître. Il avait raison. Fuir, c'était lui donner raison. C'était admettre que sa honte était légitime. J'ai regardé à nouveau le carton.
Le mariage aurait lieu dans un château en Bourgogne. Le summum de son esthétique, un mélange de vieille pierre et d'arrogance moderne. J'ai soupiré. D'accord. J'irai. Mais ce serait à ma façon. Le château de Valmont se dressait au milieu des vignes comme une déclaration d'intention. C'était une forteresse médiévale restaurée à grands frais, chaque pierre suintant l'histoire et chaque nouvelle installation criant la richesse. C'était l'univers de mon père dans sa forme la plus pure, un passé prestigieux réquisitionné pour servir une ambition présente. J'ai garé ma voiture, une berline allemande sobre et anonyme, à l'écart des Porsche et des Bentley qui encombraient déjà le parking d'honneur. J'avais choisi ma tenue avec un soin stratégique, une robe bleu marine, simple, parfaitement coupée, sans fioritures. Élégante, mais pas ostentatoire. Une armure de soie. En entrant dans la grande cour, j'ai immédiatement senti le changement d'atmosphère. L'air était chargé de parfums coûteux et de conversations feutrées. J'étais en territoire ennemi. Mon père et sa future épouse, Isabelle, se tenaient près de l'entrée principale, accueillant leurs invités. Gérard, dans son costume sur mesure, rayonnait. Isabelle, plus jeune, sculpturale dans une robe de créateur, était l'incarnation de l'élégance parisienne froide et calculatrice. Quand mon père m'a vu arriver, son sourire s'est légèrement figé. Il y a eu une microseconde d'hésitation avant qu'il ne vienne vers moi. « Chloé. Tu es venue. » Sa voix était polie, mais distante. La bise fut un effleurement de joue, un contact sans chaleur. Isabelle m'a gratifié d'un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Bonjour, Chloé. C'est gentil de vous être déplacée. » Son regard a balayé ma robe avec une évaluation rapide et à peine déguisée. Pour elle, j'étais une note discordante dans sa symphonie de perfection. Avant que je puisse répondre, un couple d'âge mûr, visiblement important, s'est approché. Mon père s'est immédiatement tourné vers eux, son attention pour moi s'évaporant sur le champ. C'est là que le spectacle a commencé. Jean-Pierre. Catherine. Quelle joie de vous voir. Permettez-moi de vous présenter, ma fille, Chloé. Il y a eu une pause, juste assez longue pour créer un suspense gênant. Jean-Pierre, un homme d'affaires au visage rougeaud que je savais être l'associé de mon père, m'a dévisagé avec une curiosité goguenarde. « Ah, la fameuse Chloé », a-t-il lancé d'une voix pâteuse. « Gérard nous parle si peu de vous. Que faites-vous dans la vie, jeune fille ?» Mon père a pris la parole avant moi, comme pour contrôler le récit. Chloé travaille dans la sécurité. Le mot a été prononcé avec une légèreté étudiée, comme s'il parlait d'un hobby exotique. Jean-Pierre a haussé un sourcil. La sécurité ? Ah, la fameuse Rambo de la famille. Il a eu un petit rire gras. J'espère que vous n'avez pas d'armes sur vous ? On ne sait jamais avec les jeunes d'aujourd'hui. Isabelle a esquissé un sourire pincé, trouvant la blague visiblement spirituelle. Mon père, lui, avait l'air simplement mal à l'aise, non pas pour moi, mais pour l'image que cette conversation renvoyait de sa famille. Le sang m'est monté au visage, mais j'ai gardé mon calme. Des années d'entraînement m'avaient appris à maîtriser mes émotions. J'ai planté mon regard dans celui de Jean-Pierre, un regard froid, sans expression, celui que je réservais aux menaces potentielles. « Si j'en avais une, monsieur, » ai-je répondu d'une voix posée et basse, « vous ne le sauriez pas. C'est le principe. » L'effet a été immédiat. Le sourire de Jean-Pierre s'est effacé. Il a bredouillé quelque chose d'inintelligible et s'est détourné pour prendre une coupe de champagne. Un silence gêné s'est installé. Isabelle m'a fusillé du regard, clairement furieuse que j'ai osé briser l'ambiance légère et superficielle. Mon père a tout sauté et a rapidement changé de sujet, me laissant seule sur le côté. Le message était clair. Je n'étais pas seulement une déception, j'étais une menace pour leur ordre social bien huilé. Ma simple présence, ma réalité, suffisait à créer une fissure dans leur façade de perfection. Je me suis dirigée vers le bar pour prendre un verre d'eau, sentant les regards curieux sur mon dos. J'étais l'anomalie, la pièce du puzzle qui ne rentrait dans aucune case. Et le week-end ne faisait que commencer. Le dîner de répétition se tenait dans l'ancienne orangerie du château, une magnifique structure de verre et de fer forgé donnant sur les jardins à la française. Les tables étaient dressées avec un luxe qui frôlait l'absurde,
des nappes en lin tombant jusqu'au sol, des compositions florales extravagantes, et une armée de serveurs se déplaçant dans un silence chorégraphié. Mon nom sur le plan de table m'a confirmé ce que je savais déjà. J'étais à la table 9, la plus éloignée de la table d'honneur, nichée près d'une porte de service. La table des « cousins éloignés et amis de seconde zone ». C'était une mise à l'écart si évidente qu'elle en devenait presque une insulte délibérée. Je me suis assise, observant la scène. Mon père, au centre de la table d'honneur, trônait. Il était dans son élément, charmant, spirituel, le grand architecte au sommet de son art et de sa vie sociale. De temps en temps, son regard balayait la salle, mais il glissait sur moi sans s'arrêter, comme si j'étais un élément du décor. Le vrai supplice a commencé entre la poire et le fromage. Mon père, un verre de vin à la main, a décidé de faire le tour des tables, tel un monarque visitant ses sujets. Quand il est arrivé à la mienne, accompagné d'Isabelle, un silence poli s'est fait. Il a présenté sa fiancée, puis son regard est tombé sur moi. Et voici. Chloé, a-t-il dit à un couple de notables locaux. Ma fille. La femme a souri. Enchantée. Vous faites quelque chose de créatif comme votre père? Mon père a eu un petit rire, un son que je connaissais trop bien. C'était le rire qui précédait une humiliation. Oh non, pas du tout. Chloé a choisi une voie, plus, terre à terre. Elle est agent de sécurité. Il a prononcé ces mots avec une intonation qui les transformait en une sentence. Puis, il a continué, comme pour enfoncer le clou. Elle a toujours été un peu garçon manqué. Je me souviens, quand elle était adolescente, je l'avais surprise dans le garage. Toutes ses amies lisaient du Proust ou allaient au musée, et elle? Elle était couverte de cambouis, en train de démonter un vieux moteur de mobilette. Il a secoué la tête avec une fausse tendresse. Incorrigible. La table a ri poliment. Un rire complice, qui me désignait comme l'excentrique, l'inadapté. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai soutenu le regard de mon père, mon visage une page blanche sur laquelle il ne pouvait rien lire. Je sentais la colère monter, une vague brûlante, mais je l'ai contenue. C'est à ce moment que j'ai croisé le regard de ma tante Hélène, assise à une autre table. Hélène, la sœur de ma mère. Une femme discrète, une professeure d'histoire à la retraite qui avait toujours gardé une distance respectueuse mais aimante. Elle ne m'a pas souri. Elle m'a fait un imperceptible signe de tête, un signe qui disait « Je vois. Je sais. Tiens bon. » C'était peu, mais c'était tout. Écœurée, j'ai prétexté une envie de prendre l'air et je me suis échappée sur la terrasse. La nuit était fraîche, le ciel rempli d'étoiles. Le contraste entre le silence de la nature et le brouhaha des vanités à l'intérieur était saisissant. J'ai senti une main se poser sur mon épaule. C'était Hélène. « Il est odieux », a-t-elle murmuré. « Ta mère se retournerait dans sa tombe si elle le voyait faire ça. »« Il a toujours été comme ça », ai-je répondu, ma voix plus lasse que je ne l'aurais voulu. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un petit objet qu'elle a pressé dans ma paume. C'était une vieille boussole en laiton, petite et lourde. « C'était à ta mère », a-t-elle expliqué. Elle me l'avait donnée un jour en me disant, « Hélène, si jamais je ne suis plus là, et que Richard essaie de faire de Chloé une copie de lui-même, donne-lui ça. Pour qu'elle se souvienne qu'elle a son propre Nord. » Mes doigts se sont refermés sur le métal froid. C'était comme si un courant électrique me parcourait. « Ne le perds jamais pour lui, ma chérie », a ajouté Hélène en me serrant le bras. Jamais. Elle est repartie aussi discrètement qu'elle était venue, me laissant seule avec la boussole et cette nouvelle force. Je suis restée là un long moment, regardant les étoiles. La colère s'était apaisée, remplacée par une résolution froide. Mon père ne me définissait pas. Cette soirée, cette humiliation, n'était qu'un bruit de fond. J'avais mon propre Nord. Et il ne pointait certainement pas dans sa direction. Le jour du mariage s'est levé sur un ciel d'un bleu insolent, comme si la nature elle-même avait décidé de participer à la mise en scène. J'ai passé la matinée à éviter délibérément toute interaction. Une longue marche dans les bois environnants, un café solitaire sur la terrasse de ma chambre. J'avais besoin de préserver mon énergie, de reconstruire mes défenses avant l'assaut final de la cérémonie et de la réception. Vers 15 heures, les invités ont commencé à affluer vers le parc,
où des rangées de chaises blanches faisaient face à une arche florale somptueuse. Je me suis glissée au dernier rang, une observatrice anonyme. C'est là, alors que le murmure des conversations et le son d'un quatuor à cordes remplissaient l'air, que mon instinct s'est mis en alerte. Au début, ce n'était qu'une sensation diffuse, un léger sentiment de dissonance. Une déformation professionnelle, me suis-je dit. Quand on a passé des années à analyser des environnements pour y déceler des menaces, on finit par en voir partout. Mais le sentiment a persisté, c'est précisé. Il ne s'agissait pas de paranoïa. Il s'agissait de schéma. Mon attention a été attirée par le personnel du traiteur. La plupart étaient des jeunes, des saisonniers, un peu gauches, typiques de ce genre d'événement. Mais pas tous. Un petit groupe de 4 ou 5 hommes se distinguait. Ils étaient plus âgés, plus affûtés. Leurs costumes de service, bien que corrects, semblaient inconfortables sur leurs silhouettes musclées. Leurs chaussures étaient inadaptées, des chaussures de ville noires, mais avec des semelles en caoutchouc épaisses et une allure trop robuste, presque des Rangers basses. Un détail que personne d'autre ne remarquerait. Et puis, il y avait leur regard. Ils ne regardaient pas les invités pour anticiper un besoin, un verre à remplir, une assiette à débarrasser. Leur regard était actif, balayant la foule avec une méthode que je connaissais par cœur. Ils n'évaluaient pas les convives, ils évaluaient la topographie, les points d'entrée, les issues de secours, les cibles potentielles. Ils communiquaient entre eux non pas par des mots, mais par des hochements de tête quasi imperceptibles, des changements de posture. L'un d'eux, qui semblait être le chef, se tenait près du bar. Grand, sec, une cicatrice fine barrant son sourcil gauche. Il avait une oreillette, mais elle était mal dissimulée, un modèle plus professionnel que ceux habituellement fournis au personnel d'appoint. Alors qu'il se penchait pour prendre une bouteille, sa manche de chemise s'est légèrement relevée, découvrant un tatouage sur son poignet, un corbeau noir, stylisé. Le doute n'était plus permis. J'ai sorti mon téléphone et, discrètement, j'ai pris une photo de lui à longue distance, puis d'un autre de ses complices. J'ai activé le mode silencieux et j'ai commencé à me déplacer le long du périmètre de la zone de cérémonie, feignant de chercher quelqu'un. Mon cerveau est passé en mode opérationnel. Combien sont-ils ? Sont-ils armés ? Quel est leur objectif ? Le vol ? Un enlèvement ? J'ai analysé la sécurité en place. 2 gardes en costume, engagés par mon père, flanquaient la table des cadeaux. Ils avaient l'air de s'ennuyer, plus préoccupés par le soleil que par leur environnement. Inutile. La seule vraie sécurité était celle du château, probablement limitée à 1 ou 2 agents pour tout le domaine. La cérémonie a commencé. La musique a enflé, la mariée est apparue au bras de son père. Les invités se sont levés. Tous les regards étaient tournés vers l'allée centrale. Sauf le mien. Mon regard était fixé sur l'homme au tatouage de corbeau. Il venait de faire un signe discret à 2 de ces hommes, qui ont commencé à se diriger lentement, nonchalamment, vers l'arrière du bâtiment principal, là où je savais que se trouvaient les bureaux de l'administration. Le piège allait se refermer. Et j'étais la seule à le voir venir. Mon cœur battait un peu plus vite, non pas de peur, mais d'adrénaline. La cérémonie se déroulait, les vœux s'échangeaient, et pendant ce temps, une menace invisible se mettait en place. Je devais agir, vite et intelligemment. Je me suis éclipsée discrètement, longeant le mur du château pour rester hors du champ de vision principal. Ma première pensée fut d'appeler directement la gendarmerie. J'ai composé le 17, mais en regardant la carte sur mon téléphone, j'ai réalisé que le village le plus proche avec une brigade se trouvait à près de 30 minutes de route sinueuse. 30 minutes. Une éternité. Il n'arriverait jamais à temps pour empêcher le début de l'opération. Je devais trouver un allié sur place. J'ai repéré un jeune homme en costume qui courait d'un point à un autre, un talkie-walkie à la main, l'air stressé. Le régisseur de l'événement. La plaque sur sa veste indiquait « Luc ». Parfait. Je l'ai intercepté près d'une porte de service. « Luc. J'ai besoin de vous parler. C'est une urgence. » Il m'a regardé, agacé. « Madame, je suis très occupé, comme vous pouvez le voir. » « Ça ne peut pas attendre, ai-je coupé, ma voix basse et sans appel. Je l'ai attiré dans l'embrasure de la porte, à l'abri des regards.
Écoutez-moi attentivement. Le mariage est sur le point d'être la cible d'un braquage. Ses yeux se sont écarquillés. Il a eu un petit rire nerveux. Pardon? C'est une blague? J'ai sorti de mon portefeuille ma vieille carte professionnelle du GIGN, périmée mais toujours impressionnante. Je ne la gardais que pour ce genre de situation. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Il a fixé la carte, puis mon visage. La panique a commencé à remplacer l'incrédulité. Mais, comment? Qui? Une partie du personnel du traiteur. Ceux avec un corbeau tatoué sur le poignet. Ils sont au moins 5, probablement plus. Ils sont organisés et ils vont passer à l'action très bientôt. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, vous allez appeler la gendarmerie depuis une ligne fixe, c'est plus discret. Vous leur direz qu'une menace armée est confirmée au château de Valmont. Demandez une intervention immédiate. Ne paniquez pas au téléphone. Soyez calme et précis. Ensuite, j'ai besoin du plan du domaine. Les accès, les issues, les angles morts des caméras. Luc, bien que terrifié, était efficace. Il m'a conduite dans son petit bureau, un capharnaüm de papier et d'écran. Il a passé l'appel pendant que je mémorisais le plan affiché au mur. Ils arrivent, mais ils ont dit 25 minutes au mieux, a-t-il dit en raccrochant, le visage blanc. C'est trop tard, ai-je murmuré. Où est le chef de la sécurité que mon père a engagé? C'est Monsieur Brun. Un ancien policier. Il est près de la table des cadeaux. Je suis retourné à la réception, qui commençait à peine. Les invités se levaient, applaudissaient les nouveaux mariés. J'ai repéré Monsieur Brun, un homme d'une 50aine d'années, le regard las. Je l'ai abordé directement. Monsieur Brun, je suis Chloé Dubois. Il y a une menace crédible et imminente. Il m'a toisé de haut en bas. La fille de l'architecte? Écoutez, mademoiselle, tout est sous contrôle. Non, ça ne l'est pas. Plusieurs membres du personnel sont des imposteurs. Ils sont armés et s'apprêtent à agir. J'ai prévenu la gendarmerie, mais ils sont loin. Il a soupiré, exaspéré. Avec tout le respect que je vous dois, laissez les professionnels faire leur travail. On a l'habitude des événements de ce genre. Allez donc boire une coupe de champagne. Il s'est détourné, mettant fin à la conversation. L'arrogance de l'incompétence. Il était inutile. Pire, il était un obstacle. J'étais seul. La gendarmerie était trop loin. La sécurité sur place était une blague. Les invités étaient des cibles sans défense. J'ai jeté un regard à mon père, qui riait avec un invité, ignorant tout du danger qui planait sur sa fête parfaite. Une rage froide m'a envahi. Il m'avait ignoré toute ma vie. Mais je n'allais pas le laisser, ni personne d'autre, devenir la victime de cette mascarade. J'ai serré la petite boussole de ma mère dans ma poche. Mon or était clair, protéger ces gens. À n'importe quel prix. La transition entre la cérémonie et le cocktail fut un tourbillon de verres qui s'entrechoquent et de rires forcés. Les serveurs, les vrais et les faux, circulaient avec des plateaux de champagne et de petits fours. Les mariés recevaient les félicitations, baignant dans une lumière dorée qui semblait nier la tension que je sentais monter dans mes veines. J'ai gardé un œil sur l'homme au tatouage de corbeau. Il ne servait plus. Il se tenait près de la scène où un groupe de jazz commençait à jouer, et il observait. Il a porté la main à son oreillette, a hoché la tête, et son regard a croisé le mien pendant une fraction de seconde. Il n'y avait aucune reconnaissance, juste le vide froid d'un prédateur qui évalue son territoire. Le moment est arrivé sans prévenir. Alors que le chanteur de jazz entamait une ballade sirupeuse, l'homme au corbeau s'est approché du micro laissé sur le pupitre. « Mesdames et messieurs, si je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. » Sa voix, amplifiée par les enceintes, était calme, presque cordiale. Les mariés nous ont demandé de vous offrir une petite animation surprise. Quelques invités ont applaudi, pensant à un discours ou un jeu. Mon père a regardé Isabelle avec un air interrogateur, qui lui a répondu par un haussement d'épaule. Il n'était au courant de rien. L'homme a souri. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Que la fête commence. Sur ce signal, tout a basculé.
Les lumières principales de l'orangerie se sont éteintes d'un coup, plongeant la salle dans la pénombre des bougies et des guirlandes lumineuses. Un cri de femme a percé le silence, suivi d'un murmure de confusion générale. Simultanément, les grandes portes vitrées ont été refermées et verrouillées de l'intérieur par 2 des faux serveurs. 4 autres hommes, qui s'étaient fondus dans le décor, ont sorti des armes de poing de sous leur veste. Des armes courtes, professionnelles. La panique a explosé. Ce fut une vague de cris, de chaises renversées, de gens qui se jetaient au sol. Le chaos. Un coup de feu a claqué, assourdissant. Il a été tiré en l'air, un tir de contrôle. La panique s'est transformée en une terreur silencieuse. Tout le monde à terre. Maintenant, a hurlé l'un des hommes armés. L'homme au corbeau, que je désignais maintenant mentalement comme « le corbeau », est descendu de la scène. Il se déplaçait avec une assurance terrifiante. Il a balayé la foule de son regard, et ses yeux se sont fixés sur mon père, qui s'était jeté au sol comme les autres, essayant de protéger Isabelle de son corps. Richard Dubois. La voix du corbeau résonnait dans le silence. Relève-toi. Toi et moi, on a des comptes à régler. Mon père s'est relevé lentement, les mains en l'air, le visage blême. Je ne vous connais pas, a-t-il balbutié. Le corbeau s'est approché de lui et lui a arraché son masque de serveur. Le visage qui est apparu était dur, marqué par la rancœur. Aussi, tu me connais, Dubois. Mon nom est le Moine. Mon père était l'ébéniste sur ton projet de la Villa Médicis. Celui que tu as ruiné, que tu as accusé de malfaçon pour ne pas le payer, que tu as poussé au suicide. Tu te souviens maintenant, l'architecte ? Le visage de mon père s'est décomposé. La reconnaissance, puis la peur pure. Cette affaire, je m'en souvenais vaguement. Un scandale mineur, vite étouffé, il y a plus de 15 ans. Ce soir, a continué le corbeau, sa voix sifflante de haine, je ne prends pas seulement l'argent. Je prends ce que tu as de plus précieux. Ta réputation. Ton article. Conduis-moi à ton bureau. Maintenant. Il a attrapé mon père par le col de sa veste et l'a traîné brutalement vers l'intérieur du château, suivi par 2 de ses hommes. Les autres tenaient les invités en joue. Le braquage n'était pas seulement un vol. C'était une vengeance. Personnelle, violente et méticuleusement planifiée. Le monde s'était rétréci aux dimensions de l'orangerie. L'odeur de la poudre se mêlait au parfum des fleurs. Les sanglots étouffés des invités formaient une toile de fond sonore à la tension palpable. J'étais à plat ventre derrière une table renversée, comme tout le monde. Mais je n'étais pas une victime. J'étais un prédateur qui attendait son heure. Mon cerveau tournait à plein régime, analysant, calculant. 5 braqueurs visibles. Le corbeau et 2 autres avec mon père. 2 restaient dans la salle pour nous surveiller. Où étaient les autres ? Le plan de Luc m'est revenu en mémoire. Il devait contrôler les issues principales. Il y avait probablement 1 ou 2 hommes à l'extérieur. Au total, 7, peut-être 8. Le corbeau, le moine, avait commis une erreur tactique. En rendant l'affaire personnelle, il avait laissé l'émotion prendre le pas sur la stratégie. Il était concentré sur mon père, sur sa vengeance. C'était ma fenêtre d'opportunité. Alors que les 2 gardes restants balayaient la foule de leurs armes, leurs mouvements devenant répétitifs, prévisibles, j'ai agi. J'ai commencé à ramper silencieusement, utilisant les tables et les corps prostrés comme couverture, me dirigeant vers le bar. C'était le point le plus proche de la porte de service menant aux cuisines, un point de sortie potentiel et un angle mort pour l'un des gardes. J'ai entendu un cri. L'un des braqueurs venait de frapper Jean-Pierre, l'associé de mon père, qui avait tenté de protester. La violence était leur langage. Il fallait répondre avec une violence supérieure, plus rapide, plus décisive. Arrivé près du bar, j'ai attrapé 2 bouteilles de champagne, lourdes et solides. Le garde le plus proche me tournait le dos, son attention attirée par l'incident avec Jean-Pierre. Je me suis redressé d'un seul mouvement fluide. 1 pas, 2 pas. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai frappé. La première bouteille s'est écrasée avec un bruit sourd à la base de son crâne. Il s'est effondré sans un bruit. J'ai immédiatement saisi son arme,
un pistolet automatique compact, et vérifier le chargeur d'un geste instinctif. Plein. Et le deuxième garde s'est retourné, surpris. Il a levé son arme vers moi. Trop tard. Mon premier tir l'a touché à l'épaule, la force de l'impact le faisant pivoter. Mon deuxième tir a fait voler son arme de sa main. Il s'est écroulé en hurlant de douleur. 2 hommes à terre en moins de 5 secondes. Le silence de mort qui a suivi a été total. Les invités me fixaient, pétrifiés, les yeux écarquillés. J'ai ignoré leur regard. Tout le monde, contre le mur du fond. Barricader la porte avec les tables. VOS vie en dépende, ai-je hurlé, ma voix de commandement résonnant dans la salle. Une voix qu'il n'avait jamais entendue. Puis, le corbeau est réapparu dans l'encadrement de la porte, traînant mon père. Son visage était déformé par la rage. C'était quoi, ça, a-t-il sifflé. Son regard s'est posé sur moi, debout, l'arme à la main. Il a marqué un temps d'arrêt, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Il avait dû voir des photos, des reportages sur mes anciennes fonctions. Tiens, a-t-il dit avec un rictus méprisant. Le chien de garde de l'État. La fille de l'architecte. Passer du côté des porcs que tu protèges? Quelle ironie. Cette attaque, cette façon de me lier à mon père, à tout ce que je rejetais, a touché un nerf à vif. Ce n'était plus seulement une intervention. C'était une affirmation. Lâche-le, le moine, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. C'est fini. Fini? Il a ri, un son sec et sans joie. Il a plaqué le canon de son pistolet contre la tempe de mon père. Ça ne fait que commencer. Derrière lui, Isabelle, terrorisée, a tenté de s'enfuir. L'un des complices de Lemoine l'a attrapé et l'a utilisé comme bouclier humain. La situation était un cauchemar tactique. 2 otages, dont mon père. Au moins 2 tireurs face à moi. Tu n'es rien, m'a hurlé le corbeau, sa haine pour mon père se reportant sur moi. Juste une autre pièce sur son échiquier. À cet instant, le bruit lointain mais immistakable d'une sirène de gendarmerie a flotté dans l'air nocturne. Luc avait réussi. Le temps jouait maintenant contre eux. Le son des sirènes, d'abord faible puis de plus en plus strident, a agi comme un électrochoc. La panique a changé de camp. Le visage du corbeau s'est crispé. Son plan méticuleux, sa vengeance savourée, tout s'effondrait. C'est toi qui as fait ça, a-t-il crié en ma direction, la rage faisant place à une urgence fébrile. On s'en va. Il a commencé à reculer, entraînant mon père avec lui, utilisant son corps comme protection. Son complice faisait de même avec Isabelle. Il se dirigeait vers une porte dérobée derrière le bar, une issue que j'avais repérée sur les plans de Luc. Je ne pouvais pas les laisser s'échapper avec des otages. C'était la ligne rouge. Le moine, ai-je appelé. Il s'est arrêté. Tu sors d'ici et ta peine sera multipliée par 10. Prise d'otage, tentative de meurtre sur agent de la force publique. Tu ne reverras jamais le jour. Libère-les, et tu auras une chance. Je n'ai plus rien à perdre, a-t-il rétorqué. C'est là que mon père, pour la première fois de sa vie peut-être, a fait preuve d'un courage inattendu. Profitant d'une seconde d'inattention de son ravisseur qui regardait vers la porte, il a donné un violent coup de coude dans ses côtes et s'est laissé tomber au sol. Cette fraction de seconde a suffi. Le corbeau, sa protection humaine disparue, était exposé. J'ai tiré. Pas pour tuer. Pour neutraliser. La balle a atteint sa cuisse, le faisant hurler et s'effondrer. Simultanément, j'ai crié, Isabelle, à terre. Surprise par mon ordre autoritaire, elle a obéi instinctivement. Son ravisseur, perdant son bouclier, a hésité. Une hésitation fatale. J'ai tiré une seconde fois, le touchant au bras qui tenait l'arme. Au même moment, les portes principales de l'orangerie ont volé en éclats. Des gendarmes en tenue d'intervention ont envahi la pièce, criant des ordres. Gendarmerie nationale. Posez vos armes. La partie était terminée. En quelques minutes, la scène de chaos s'est transformée en une scène de crime maîtrisé. Les braqueurs restants ont été arrêtés, les blessés pris en charge.
Un des gendarmes, un adjudant-chef expérimenté, s'est approché de moi alors que je tenais toujours mon arme, le canon pointé vers le sol. « C'est vous qui avez appelé ?» a-t-il demandé, son regard passant de mon visage à ma robe de soirée, puis à l'arme dans ma main. Indirectement, ai-je répondu. Il a vu les 2 hommes que j'avais neutralisés, les impacts de balles précis. « Vous n'êtes pas une invitée comme les autres, je me trompe ?» Ancien GIGN, ai-je dit sobrement. Son expression a changé. Le respect a remplacé la suspicion. Adjudant-chef Mercier. Eh bien, mademoiselle, vous nous avez épargné un carnage ce soir. Les secours sont arrivés, s'occupant des blessés, dont moi. Un éclat de verre m'avait ouvert le bras lors de l'affrontement, une coupure nette qui saignait abondamment. Alors qu'un secouriste me faisait un pansement de fortune, mon regard a croisé celui de mon père. Il était assis sur une chaise, un secouriste vérifiant sa tension. Il me fixait, la bouche entr'ouverte, le visage vidé de toute son arrogance. Il ne voyait plus sa fille, l'agent de sécurité. Il voyait une étrangère, une guerrière qui venait de démanteler un commando armé sous ses yeux. C'est tante Hélène qui a brisé le silence pesant entre nous. Elle a traversé la pièce, ignorant les gendarmes et le chaos, et s'est plantée devant mon père. Sa voix, habituellement si douce, était tranchante comme du verre pilé. « Alors, Richard, a-t-elle commencé. As-tu bien vu ?» Il n'a pas répondu, incapable de détacher son regard de moi. « As-tu bien vu la femme qu'est devenue ta fille ? Celle que tu as rabaissée pendant 15 ans. Celle dont tu as honte. Elle vient de sauver tes amis si importants, ta nouvelle femme, et ta misérable vie. » Chaque mot était une gifle. « J'espère que tu dormiras bien avec ça cette nuit, » a-t-elle conclu. Elle s'est détournée et est venue vers moi, m'aidant à me relever. Le regard de mon père était celui d'un homme qui venait de voir les fondations de son monde s'effondrer. La honte qu'il m'avait fait porter pendant si longtemps venait de changer de camp, brutalement et publiquement. Le lendemain matin, l'atmosphère du brunch était surréaliste. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres du petit salon où les rescapés du mariage étaient réunis, mais sa lumière semblait incapable de dissiper la pénombre qui pesait dans les esprits. Les conversations étaient rares, murmurées. Les visages étaient marqués par la fatigue et le choc. J'étais assise à une table avec tante Hélène, sirotant un café noir. Mon bras était bandé et douloureux, un rappel constant des événements de la veille. Je sentais les regards se poser sur moi, des regards chargés d'un mélange de crainte, de curiosité et d'une admiration nouvelle et dérangeante. J'étais passé du statut de paria à celui de curiosité de foire. Mon père, lui, tentait de reprendre le contrôle. Il se tenait au centre d'un petit groupe de ses amis les plus proches, et malgré son visage cireux, il essayait de reconstruire son récit, de se réapproprier l'histoire. Une force de caractère incroyable, l'ai-je entendu dire d'une voix un peu trop forte. J'ai toujours su qu'elle avait ça en elle. Cette discipline militaire, vous savez. C'est moi qui l'ai poussée à trouver sa voie, à être forte. La nausée m'est montée à la gorge. Il n'avait donc rien appris. Son premier réflexe, après la peur, était de mentir. De transformer ma réalité en un accessoire pour sa propre gloire. Tante Hélène a posé sa main sur la mienne, sentant ma colère. « Laisse » a-t-elle murmuré. La vérité a sa propre voix. Elle n'aurait pas pu mieux dire. C'est Jean-Pierre, l'associé de mon père, qui a allumé la grande télévision à écran plat accrochée au mur, cherchant sans doute une distraction. Il est tombé sur BFM TV. Et là, en bandeau rouge, le titre « Braquage dans un château en Bourgogne, l'incroyable intervention d'une invitée ». Le son a été monté. Le silence s'est fait dans le salon. La journaliste en plateau parlait d'une voix grave. Une tentative de braquage qui aurait pu tourner au drame, déjouée par une femme aux compétences exceptionnelles. Nous avons des images exclusives. Les images sont apparues. C'était un extrait de la vidéosurveillance de l'orangerie. La qualité était granuleuse, mais la scène était d'une clarté brutale. On me voyait, une silhouette sombre et fluide dans ma robe bleu marine, neutraliser le premier garde, désarmer le second. La vitesse, la précision, l'absence totale d'hésitation. Un expert en sécurité, invité en plateau, a commencé à décortiquer mes gestes.
C'est une intervention digne des forces spéciales, expliquait-il. Regardez cette posture, cette maîtrise de l'arme, cette évaluation tactique de l'environnement. Cette personne n'est pas une amatrice. C'est une professionnelle de très haut niveau. Tous les invités étaient suspendus à l'écran, fascinés et horrifiés. Puis, le visage de Luc, le régisseur, est apparu en interview. Il avait l'air épuisé mais déterminé. Elle a tout vu avant tout le monde. Elle a essayé de prévenir la sécurité, mais on ne l'a pas écoutée. Elle nous a sauvés. Sans elle, on était tous morts. Dégoûté par l'attitude de mon père et de son entourage, il avait décidé de parler. Et il avait fourni la vidéo aux journalistes. C'est à ce moment précis qu'un des invités, un jeune cousin d'Isabelle, s'est retourné vers moi, les yeux ronds comme des soucoupes, et a hurlé, sa voix brisant le silence hypnotique. « Putain, mais c'est elle. » La déflagration. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Une centaine de pères Dieu. Puis, toutes les têtes se sont tournées vers mon père. Il se tenait là, au milieu de ses amis, une coupe de champagne à la main. Son visage avait perdu toute couleur. Il était livide. Ses yeux passaient de l'écran à moi, l'incrédulité luttant contre l'évidence. L'expert à la télé continuait, ce qui est remarquable, c'est le sang-froid. Elle transforme un objet du quotidien, une bouteille, en arme, puis elle prend le contrôle de la situation. La main de mon père a tremblé. La coupe de champagne lui a glissé des doigts. Elle s'est écrasée sur le parquet ancien dans un bruit de cristal brisé qui a résonné comme un coup de tonnerre. Le champagne a éclaboussé ses chaussures italiennes à 3000 €. Le liquide doré s'est répandu sur le sol comme le sang d'une illusion. L'illusion de son contrôle, de sa supériorité, de sa narration. Tout venait de voler en éclats. Publiquement. Irréversiblement. Le bruit du verre brisé avait suspendu le temps. Mon père est resté figé, les yeux fixés sur la flaque de champagne à ses pieds, comme s'il y voyait le reflet de sa propre chute. Personne n'osait bouger, n'osait parler. La télévision continuait son récit, mais plus personne ne l'écoutait. Le vrai spectacle était là, dans ce salon feutré. Finalement, il a relevé la tête. Son regard a cherché le mien à travers la pièce. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de dédain. Juste un vide abyssal. D'une voix à peine audible, il a dit « Chloé. » Dans le bureau. « S'il te plaît. » C'était une demande, pas un ordre. La première depuis des années. Je me suis levée et je l'ai suivi. En passant, j'ai vu Isabelle me lancer un regard où la haine se mêlait à une sorte de peur respectueuse. Je n'étais plus la petite agent de sécu. J'étais devenue une force imprévisible qui venait de faire exploser son monde parfait. Le bureau était une pièce sombre, lambrissée de chaînes, sentant le cuir et la cire. Il s'est affalé dans un fauteuil, la tête entre les mains. J'ai fermé la porte et je suis restée debout, les bras croisés, mon bras blessé me lançant des pics de douleur. Il a commencé par des excuses, des mots décousus qui trébuchaient les uns sur les autres. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je n'avais pas compris. Puis, le vieil homme a refait surface. L'instinct de conservation. La justification. Je voulais juste te protéger, a-t-il murmuré. Ce monde, il est dangereux. Je voulais que tu aies une vie facile, une vie, respectable. Je l'ai laissé parler, dévider sa pelote de mensonges et de demi-vérités. Quand il a eu fini, je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Mon calme était mon arme la plus redoutable. Protéger, ai-je répété, le mot sonnant faux dans cette pièce. Ou contrôler. Il a relevé la tête, surpris. Ce n'est pas mon choix que tu as détesté, papa. C'est le fait que ce soit mon choix. Un choix qui échappait complètement à ton contrôle, à ton univers, à tes codes. Un choix qui te renvoyait l'image d'une fille qui n'avait pas besoin de toi pour exister. Et ça, c'était insupportable pour toi. Il a voulu protester, mais je l'ai coupé net. Tu parles de respectabilité. Parlons-en. Est-ce respectable de rabaisser sa propre fille devant des inconnus pour se sentir supérieure? Est-ce respectable de la réduire à une caricature pour qu'elle ne te fasse pas d'ombre? J'ai fait un pas vers lui. Hier, quand le moine a pointé son arme sur ta tempe,
j'ai vu la peur dans tes yeux. La vraie peur. La peur de l'impuissance totale. Je me suis penchée légèrement vers lui, forçant son regard. Eh bien, cette peur, c'est celle que j'ai ressentie pendant 15 ans. Chaque fois que je venais te voir. Chaque fois que j'attendais ton approbation comme une mendiante. La peur de ne jamais être assez bien, de n'être jamais la bonne personne, de n'être rien à tes yeux. L'écho des paroles du corbeau, tu n'es rien, flottait entre nous. Il a compris. J'ai vu la compréhension et l'horreur naître dans son regard. Il venait de réaliser que le braqueur et lui m'avaient infligé la même sentence, de manière différente. C'est là qu'il s'est brisé. Pas seulement de honte, mais de chagrin. Des larmes, de vraies larmes, ont commencé à couler sur ses joues. Des larmes d'homme de 65 ans qui réalise qu'il a gâché la seule chose qui aurait dû compter. Pardonne-moi, Chloé. A-t-il sangloté, sa voix brisée. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai ressenti une pointe de pitié, mais elle a été rapidement balayée par des années de douleur. Le pardon ne se donne pas sur un champ de ruines encore fumant. J'ai reculé d'un pas, redressant ma posture. Je ne suis pas une prêtre, papa. Je suis ta fille. J'ai marqué une pause, le laissant absorber le poids de ces mots. Celle que tu commences à peine à voir. Sur ces mots, j'ai ouvert la porte et je suis sortie, le laissant seul avec ses larmes et les débris de son monde. Le procès était terminé. Le verdict était tombé. 6 mois. Le temps nécessaire pour qu'une blessure par éclat de verre se transforme en une fine cicatrice blanche sur mon avant-bras. Le temps nécessaire pour que les journaux oublient l'héroïne du mariage de Bourgogne et passent à un autre fait divers. Mais pas le temps nécessaire pour effacer les traces profondes laissées par cette nuit-là. Ma vie professionnelle avait changé. Ma société m'avait promu à la tête d'une nouvelle division spécialisée dans la gestion de crise pour les événements à haut risque. J'avais reçu une médaille pour acte de courage et de dévouement lors d'une cérémonie officielle à la préfecture. Mon père était là, au premier rang, à côté de tante Hélène. Il applaudissait plus fort que tout le monde. C'était à la fois gratifiant et profondément malaisant. Il m'appelait désormais 2 fois par semaine. Nos conversations étaient étranges, maladroites. Il me posait des questions sur mon travail, des questions techniques, comme un étudiant zélé essayant de rattraper son retard. Il ne me présentait plus comme agent de sécurité. Non, maintenant, j'étais ma fille, l'experte en sécurité internationale. Il le disait avec une fierté si ostentatoire que c'en devenait une autre forme de caricature. J'étais passé de la honte de la famille au trophée de guerre. Un soir, il m'a invité à dîner. Juste toi et moi, avait-il insisté. Dans ce nouveau restaurant dont tout le monde parle, près de la place Vendôme. J'ai accepté, par curiosité. Par une sorte de devoir filial tordu. En arrivant, j'ai tout de suite compris. Le restaurant était le summum du chic parisien. Et à une table voisine, stratégiquement placée, se trouvaient Jean-Pierre, son associé, et un autre magnate de l'immobilier. Le piège était grossier. Ce n'était pas un dîner père-fille. C'était une exhibition. Il voulait me montrer, parader avec son nouveau jouet brillant, la fille héroïque. Je me suis assise. J'ai commandé un verre d'eau. Mon père a commencé à parler de mes exploits, sa voix portant juste assez pour que la table voisine puisse entendre. J'ai attendu qu'il termine sa phrase. Puis, je l'ai interrompu, ma voix calme et posée ne trahissant aucune émotion. Papa. Il s'est arrêté, surpris. Pourquoi sommes-nous ici? Comment ça? Pour passer un bon moment, pour... Non, ai-je coupé. Pourquoi sommes-nous vraiment ici? J'ai désigné d'un léger mouvement de tête la table de Jean-Pierre. Pour eux? Pour que tu puisses leur montrer que ta fille n'est finalement pas un tel ratage? Il a rougi, pris la main dans le sac. Il a bredouillé une négation peu convaincante. Je me suis penché au-dessus de la table, mon regard plongeant dans le sien. Je ne serai pas ton nouveau trophée, papa. Chaque mot était pesé, précis. Le respect que tu as pour moi maintenant, il n'est pas né de l'amour. Il est né de la peur que tu as eue cette nuit-là, et de la honte que tu as ressentie le lendemain. C'est une base bien trop fragile pour construire quoi que ce soit de solide.
J'ai posé ma main sur la sienne, un contact bref, presque clinique. Notre relation, si on doit en avoir une, on la reconstruira en privé. Loin des regards, loin de ton besoin de validation. On la reconstruira sur quelque chose de vrai, ou on ne la reconstruira pas du tout. Je l'ai regardé une dernière fois, lui laissant le poids de la décision. C'est toi qui choisis. Sur ces mots, je me suis levée. J'ai sorti un billet de 20 € de mon sac et je l'ai posé sur la table, à côté de mon verre d'eau à peine touché. Pour payer ma part. Pour signifier que je ne lui devais rien. Puis, j'ai tourné les talons et j'ai quitté le restaurant, sans un regard en arrière. Je l'ai laissé seul, face à son assiette vide, à ses associés qui le regardaient avec curiosité, et au choix le plus important de sa vie. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne m'a enveloppé. J'ai marché un peu, puis j'ai hélé un taxi. En m'asseyant sur la banquette arrière, j'ai regardé les lumières de la ville défiler. Je n'ai pas sorti la boussole de ma poche. Je n'en avais plus besoin. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement, totalement libre. Je n'avais plus besoin de son verdict. J'avais rendu le mien.